السلام عليكم مدام فرقوقي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وانت لاباس؟ الحمد لله. Allah يبارك فيك. Alors, j'étais en train de dire que nous sommes vraiment très chanceux et très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est un geste de bonne volonté et c'est un geste qui vous définit très très bien. Vous êtes une dame qui s'est sacrifiée pour la profession et vous êtes maintenant avec nous pour relancer la formation à distance pour les kinésithérapeutes, comme vous le savez, dans cette situation particulière qui est le confinement imposé sur toute la population. Alors, sans trop parler et sans trop prendre la parole, mon rôle ici, c'est de ramasser des questions pour que je puisse vous les poser et vous répondez aux participants par rapport à leurs questions. Allez-y, Madame Fergogui. Alors, bonsoir tout le monde. Je vais vous recevoir dans la tenue à la mode. Hein? Bonsoir tout le monde. Moi, je me rappelle très bien de cette image. Je suis passé dans le stage chez vous. Je me rappelle très très bien de cette image. Elle est tout à fait habituelle pour moi. On a l'habitude, nous, de travailler avec les bavettes et les gants. Et c'est très important. Il faut toujours considérer un patient sur la table est contagieux jusqu'à preuve du contraire, quelle que soit sa contagion virale, bactérienne ou autre. Donc, il faut toujours se préserver et préserver l'autre. Donc, مرحبا بكم عندي ومرحبا بي عند AMTN. Merci. Aujourd'hui, on va faire pas un cours, mais je vais introduire un petit peu ce que c'est que la réanimation et ce que c'est que les unités de soins intensifs, parce que ce sont deux services qui sont différents. Et je sais très bien que les étudiants ne passent pas dans ces unités de travail. Je sais que les réanimations sont fermées aux étudiants, ce que je comprends bien parce que leurs patients sont dans des états tellement graves qu'ils n'admettent pas que leurs patients soient infectés par un virus ou une bactérie qui vient de dehors. Très bien. Donc, je vais commencer par définir ce que c'est que les soins intensifs, les unités de soins intensifs et la réanimation. Les unités de soins intensifs, c'est un service où on surveille le malade. En général, c'est des malades qui sont programmés, qui ont été opérés soit pour le cœur, soit pour une maladie très grave et qui doivent passer au service des soins intensifs pour être surveillés. Ils séjournent 3 ou 4 jours dans ce service et quand ils vont bien, ils réintègrent le service mère. Par exemple, un AVC qui va être opéré, il est dans le service, il est hospitalisé dans le service de neurochirurgie, il est programmé au bloc, il va être opéré, et puis après il passe 2 ou 3 jours au service de soins intensifs. C'est un service de surveillance, et bien sûr c'est un service de surveillance très intense, puisque le malade, il est très gravataire, c'est des interventions qui sont très lourdes. Et il y a le service de réanimation. Le service de réanimation est un service très sophistiqué, où il y a des malades qui ont une fonction vitale qui est en jeu. Donc, soit le cœur, soit les reins, soit le foie, mais une fonction vitale qui est en jeu. Et ces malades sont en général reliés à plusieurs appareils. Ils sont soit trachéotomisés ou alors ils sont intubés. C'est 2 sortes de choses qu'on va retrouver dans la réanimation. C'est des malades qui sont comateux et qui sont mis en coma exprès. Parce que la trachéotomie ou l'intubation, pour laisser l'appareil, le respirateur en place, ils sont agités, ils sentent et ils risquent de débrancher l'appareil respirateur. D'accord. Donc, on va un petit peu passer au matériel. Donc, le personnel qu'on trouve dans le service de réanimation est un personnel très spécialisé. C'est pas
quelqu'un qui vient de sortir d'une école ou de la fac de médecine qui va intégrer le service de réanimation. C'est des gens, en général, les médecins, c'est soit des pédiatres qui ont fait une spécialité en réanimation, soit des médecins internistes qui ont fait une spécialité en réanimation, soit des réanimateurs qui ont fait une spécialité en anesthésie-réanimation. Donc, c'est des médecins qui sont hyper spécialisés. Les infirmiers ils font des formations continues régulières pour travailler dans le service de réanimation. On trouve des infirmiers diplômés d'État qui sortent de l'État, d'infirmier, et on trouve aussi des anesthésistes, des infirmiers anesthésistes. On trouve des kinésithérapeutes, des aides-soignants, des techniciens pour réparer les appareils. C'est très important, le technicien, il fait la garde au service de réanimation, des pharmaciens et secrétaires. Et moi, ce que je conseille aux kinésithérapeutes qui intègrent un service de réanimation, c'est de travailler en équipe. Parce que on apprend avec l'infirmier, avec l'aide-soignant, avec le médecin, avec le technicien. Le technicien, il nous apprend ce qu'est l'appareil, comment marche l'appareil. Et c'est des gens c'est les malades, ils sont reliés à des appareils, surtout dans le service de réanimation. Donc les appareils qu'on trouve dans le service de réanimation, c'est des appareils qui sont très sophistiqués et qui vont nous servir de faire plusieurs choses à la fois. Alors, et il y a un matériel qui nous sert de traitement, c'est les respirateurs, les hémofiltrateurs pour les reins, pour le cœur, etc. Il y a les ballons de contre-pulsion, il y a les appareils, les oxygénateurs, les aspirateurs, et tout ça est autour du patient. Et il y a des appareils qui nous permettent de faire des diagnostics, tels que les appareils transportables de radiographie, les appareils transportables d'échographie, et les appareils de laboratoire d'urgence. Et il y a des appareils qui nous permettent de surveiller le malade, qui sont le monitorage, où il y a des constantes cardiovasculaires, respiratoires, tension artérielle, etc. Donc, ça, c'est l'appareillage. On a vu que le personnel est un personnel qui est un personnel qualifié, et je ne rentrerai pas dans les détails du personnel des soins intensifs et de la réanimation. Je ne parlerai que du rôle du kinésithérapeute. Et le rôle du kinésithérapeute dans la réanimation est très, 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 très important. Alors, que fait un kiné quand il rentre dans un service de réanimation, quand il prend son service, quand il travaille dans le service de réanimation? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va recueillir des observations de toute nature qui vont lui permettre de connaître l'état et la personne du patient qui est sur le lit et qu'il va traiter. Quelles sont ces parties qu'il doit connaître très bien? Il doit surveiller la température, les pulsations artérielles, les pulsations cardiaques, la pression artérielle, le rythme respiratoire, et il doit aussi apprendre à évaluer la douleur. Parce que même un malade qui est dans le coma, il sent la douleur. Et on le voit dans ses yeux, dans sa bouche, de grimacer. Dans un premier temps, que va faire ce kinésithérapeute qui est affecté dans un service de réanimation? Et ne me dites pas que ce n'est pas votre travail, que c'est le travail de l'infirmier. Je ne l'accepterai pas. Les soins d'escar, un service de réanimation où il y a un kiné qui est affecté, les malades ne doivent pas avoir d'escar. S'ils ont des escars, c'est de la faute au kinésithérapeute, parce qu'il est le seul à savoir faire un massage qui ramène du sang artériel riche en oxygène. Donc, un kinésithérapeute doit faire les soins d'escar.
Vous allez me dire, et nous on rentre à 8 heures et on sort à 2 heures, on ne peut pas surveiller le malade 24 heures sur 24 heures. Eh bien justement, c'est pour ça qu'il y a un dossier de malade où vous devez tout écrire. Et s'il n'y a pas un kiné qui va venir l'après-midi, vous devez marquer pour le personnel soignant, soin d'escar faite à telle heure, elle devrait être faite à telle autre heure. Vous l'écrivez en rouge et vous soulignez. Comme ça, vous avez fait ce que vous devez faire. Et votre responsabilité, elle est faite. Très bien. Donc, les soins l'escar, je vais parler un petit peu de l'escar, comment elle commence. Elle commence par une pression qui se fait. Donc, on a deux sortes de facteurs qui nous donnent l'escar. Les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques. Les facteurs extrinsèques, ça vient du lit. Une pression au niveau du lit. Il va donner des frictions et des cisaillements de la peau. Et ce cisaillement va devenir une macération. Ça, c'est le facteur extrinsèque. Les facteurs intrinsèques, c'est l'état général du malade, sa conscience, la pathologie qu'il présente et qui donne une dénutrition, une déshydratation, et le médicament qu'il prend et qui le rend immobile sur son lit. Les différents points d'appui que vous devez exercer tous les matins en rentrant dans la réanimation, quand vous allez dire bonjour à votre patient, qu'est-ce que vous devez faire? C'est aller voir derrière l'occiput, s'il n'y a pas de rougeur. C'est aller voir sous le sacrum, s'il n'y a pas de rougeur. C'est aller voir au niveau des talons, s'il n'y a pas de rougeur. Dès qu'il y a une rougeur, la fois d'après, il va y avoir un cisaillement, et la fois d'après, il va y avoir une escar, une ulcération avec une escar, une nécrose, et puis on va avoir un gros trou. J'ai vu des malades qui avaient des escars, c'est honteux. En 2020, d'avoir des malades hospitalisés avec kinés, infirmiers, médecins et qui ont des escars dans des services. Ce n'est même pas dans les services de réanimation, dans les services de neurologie, dans les services où les malades se mouvoient rarement ou ne bougent pas. Je voulais vous montrer une petite photo, mais je ne sais pas si on peut la voir. Si je tourne. Oui. Ça devrait apparaître. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez Maintenant, oui. Mais vous montez un petit peu l'écran. Le début de l'escar, c'est rouge. Et l'ulcération. Et après ça, il va y avoir un autre. Ah ben tiens. Oui, maintenant c'est plus clair. Maintenant c'est plus clair. Attendez, je vais. Voilà, donc vous avez là, c'est rouge. Vous voyez, c'est rouge. Vous voyez là où il y a le doigt. Et là, l'ulcération, elle commence déjà. Si vous trouvez la rougeur comme ça, vous êtes sûr que votre patient va faire une escar. Si vous ne la traitez pas à temps. Oui. Alors, il y a, pour vous aider, pour éviter les escars et vous aider, il y a des lits. Des lits, des matelas, des surmatelas, des matelas qui absorbent la pression, comme le matelas tempur, ou le matelas à carreaux ouverts, ou le matelas de lit plein d'eau, ou le matelas à air comprimé. Donc tout ça peut vous aider. Mais le meilleur travail, c'est le travail du kinésithérapeute. Et je ne veux pas que le kiné me dise « Non, ce n'est pas mon travail, le travail d'escar, c'est pas à moi ». Donc on va voir plusieurs catégories d'escars, plusieurs catégories de lits pour éviter les escars, surtout chez les comateux et les polytraumatisés. Les comateux et les polytraumatisés doivent avoir un soin bien particulier.
Je vais vous montrer une photo qu'il ne faut pas faire, jamais faire chez un malade qui a une mobilité réduite. Vous voyez? Oui, oui, c'est clair. Alors, il faut éviter de mettre un coussin sous les genoux. Ça risque de donner un flexion des genoux. Il faut éviter de faire une flexion des hanches. Ça risque de donner un flexion de hanches. Et il faut éviter une tête hyper fléchie comme ça, parce que ça va donner des raideurs au niveau de la nuque. Et un pied équin. C'est bon? C'est bon. Très bien. Donc, il y a des choses à faire. Il y a les soins d'escar. Quand vous voyez que ça devient rouge, il faut essayer de travailler, de trouver un matelas, de trouver des alternatives. Dans l'hôpital, quand on n'a pas de quoi travailler, on prend un jersey, on le remplit de coton cardé et on fait un beignet pour éviter que le talon ne soit directement mis sur un drap rêche. On met un beignet avec un petit trou au niveau du sacrum, ou alors, quand le patient peut, il nous amène une bouée pour enfants. Vous voyez la bouée pour enfants? On la met sous les fesses pour décharger le sacrum, et on essaie de mettre un coussin un coussin qui absorbe la pression, les pressions. Il y a de très bons coussins maintenant, de très bons lits. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est des coussins qui absorbent la pression qui se met qui se met en contact, ce qui fait que ça donne une position de fonction. Voilà, une position de fonction. Et il y a plusieurs façons de travailler, d'éviter que le malade ne fasse des escarres. C'est les changements de position, c'est très important. Le mettre en décubitus dorsal en position demi-assise pendant 1 heure ou 2 heures. Après, on le met sur le côté en position la tête en légère extension. La main, je vais vous montrer, voilà. On le met pendant 2 heures dans cette position. Décubitus latéral gauche pendant 2 heures. Après, on le met en décubitus latéral. Je vais passer à l'autre diapo. Décubitus latéral gauche et droit pendant 2 heures. Donc, ça vous fait déjà 4 heures dans la journée, sur un côté puis sur l'autre. Après, position 3/4 gauche-droite pendant 3 heures, donc sur le dos et le bassin et les membres inférieurs en décubitus latéral. On appelle ça 3/4, droite-gauche. Vous le faites 3 heures à droite et 3 heures à gauche. Alors, 2 choses importantes à retenir pour un kinésithérapeute qui travaille dans un service de réanimation ou là, qui veut intégrer un service de réanimation, c'est essayer de garder des positions orthopédiquement correctes. C'est-à-dire de garder les articulations dans des positions de fonction pour que quand le malade sort de son coma et qu'on veut le mettre debout ou l'asseoir, on a des positions qui sont fonctionnelles, pas des positions qu'il faut après aller opérer pour le remettre droit. Et il faut limiter le temps de posturation, c'est-à-dire changement de position régulièrement. Vous avez vu, vous avez 4 heures en décubitus latéral, vous avez 6 heures en 3/4 et vous avez 1 heure ou 2 sur le dos. 2 impératifs à garder en tête pour les kinés, c'est position orthopédiquement correcte et limitation du temps de posturation. Donc, j'ai quelques photos pour les personnes qui sont
les hémiplégiques qui sont chez eux et qui ont de l'argent et qui veulent avoir du matériel de posturation. Je vais vous montrer un petit peu, mais je crois que c'est un matériel qui coûte assez cher et que les gens ne peuvent pas se permettre. Regardez. Voilà le petit matériel pour la posturation. Mhm. Mm. Et il y a aussi des talonnettes pour éviter le pied équin. Voilà, donc ceux-là, on peut même les fabriquer ou alors on peut les fabriquer. Mm. Quand j'étais à l'hôpital, nous, on faisait des planches et on mettait un tuyau entre les deux planches et le malade ne faisait pas de rotation externe et restait en position à 90 degrés. Je vais vous montrer quelques malades de réanimation, comment ils sont reliés à plein de tuyauteries, et je vous parlerai de la tuyauterie à laquelle ils sont reliés. Voilà quelques photos de malades vous voyez. Mhm. C'est quand on arrive devant des malades comme ça, on a un peu peur. Et vous savez qui vous enlève la peur? C'est les infirmiers auprès desquels vous travaillez. C'est eux qui vont vous donner confiance en vous. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut travailler avec eux la main dans la main. Ils nous apprennent, en tous les cas, à moi, ils m'ont appris énormément. Et de cette fenêtre d'ordinateur, je les remercie énormément. Ils m'ont appris, ils m'ont montré comment marchaient les appareils, etc. Chose que je n'ai même pas appris à l'école. Je vais vous passer d'autres photos de réanimation. Vous avez vu la dame, comment elle est assise. Ça, c'est le changement de posturation. Diminuer le temps de posturation dans une position. Ils l'ont sortie du lit pour la mettre en position assise. Vous voyez, elle est trachéotomisée. Elle est intubée. Elle a des sondes partout et pourtant, elle est assise et elle regarde. Donc, alors, les appareils qu'on va trouver, auxquels sont reliés les patients, donc on a les patients en réa, nous avons les patients qui sont sous respirateur artificiel et nous avons les malades qui respirent spontanément mais qui ont besoin d'une dose d'oxygène. Ils sont sous oxygénothérapie et sous surveillance. Les patients qui sont trachéotomisés, c'est des patients qui ont besoin de respirateurs, qui ont besoin d'avoir une respiration artificielle. L'appareil, le respirateur leur insuffle l'air oxygéné et l'expiration se fait toute seule. C'est pourquoi je parle de ça. Parce que quand j'arriverai à la kiné respiratoire, vous comprendrez quand il faut travailler avec ce malade, quand il faut l'amener en expiration, quand il faut le relâcher, pour ne pas être contre l'appareil. Il est relié il a 4 tuyaux. Il a le tuyau de la trachéotomie ou de l'intubation. Il a une sonde, comment on appelle ça? Parce que une sonde, une voie veineuse. Une voie veineuse qui est soit dans la sous-clavière, soit dans la jugulaire. Pourquoi cette voie centrale, cette voie veineuse? C'est pour hydrater, amener les éléments qu'il faut. Là, je suis désolé de demander un petit peu à mon mari pour m'expliquer. Ça s'appelle l'alimentation parentale. Mhm. Parentale qui se fait par la voie veineuse ou la voie centrale et dans la sous-clavière, elle permet l'apport hydrique. Il y a la sonde urinaire
qui permet d'avoir la diurèse. C'est important pour voir si ces reins travaillent ou ne travaillent pas bien. Et il y a la sonde de gavage pour alimenter le malade, pour qu'il ne soit pas dans un état désastreux. Hein? Vous avez ces 4 sondes, un malade qui est dans le service de réanimation, il est relié à ces 4 sondes. Et on trouve, par la suite, on trouve l'électrocardiogramme, des fois on trouve l'électromyogramme, et il y a le monitoring, lui, qu'est-ce qu'il donne? Cet appareil qui fait des sirènes de temps en temps, il nous donne 4 constantes. Il nous donne la saturation, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et des fois, il nous donne la tension artérielle aussi. Donc, ça s'appelle le monitoring. Ça nous permet de surveiller le malade. Si sa saturation baisse, si la saturation du malade baisse, on le voit sur le monitoring et on appelle le médecin pour qu'il vienne voir pourquoi cette saturation baisse. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Oui, en fait, je voulais juste vous couper parce que j'ai 2-3 questions qui concernent le chapitre que vous avez développé. J'aimerais tout d'abord féliciter les infirmiers par rapport à leur journée internationale. C'est aujourd'hui le 12 mai. Voilà. C'est un peu la journée mondiale des infirmiers. Donc, on leur félicite pour le travail qu'ils font pour la population, notamment la population marocaine, et surtout dans ces circonstances particulières de cette pandémie Covid-19. Alors, en fait, j'ai une question un peu empilée, parce qu'il y a 2-3 questions que j'ai empilées en deux. Parfois, il y a des techniques en réanimation qui sont à cheval entre l'infirmier et le kinésithérapeute. Et chacun d'eux, soit il veut s'approprier la technique, ou bien il veut ne pas la faire, et plutôt c'est l'autre qui doit la faire. Et ça, c'est plus ou moins un conflit qu'on vit dans les services et qu'on a peut-être vécu ensemble par rapport à l'aspiration et le protocole de changement de position. Ce sont 2 actes qui peuvent être pratiqués par le kiné, mais aussi par l'infirmier. Est-ce que ça fait partie du travail du kiné? Alors, les changements de position, ça fait partie du travail du kiné, parce que les changements de position font partie du drainage postural, qui est une technique de kiné respiratoire. L'aspiration fait partie intégrante du travail du kinésithérapeute. C'est très important. Le kinésithérapeute doit savoir faire l'aspiration, Même s'ils ne veulent pas, il faut qu'il les oblige à le faire. Ça fait partie de son travail. Il ne peut pas ramener les sécrétions jusqu'à la trachée ou les coincer au niveau de la sonde de trachéotomie et essayer de trouver un infirmier qui vient aspirer. Ça, je trouve ça ridicule. Il y a ces conflits. Ces conflits existent, mais en général, les conflits n'existent pas parce qu'il y a la sonde d'aspiration. Moi, j'ai vécu dans l'hôpital, j'ai vécu presque 20 ans dans l'hôpital. Je sais comment sont les conflits. Les conflits, ça viennent de nous, kinésithérapeutes, qui dénigrons l'infirmier. Parce que l'infirmier, quand on lui explique qu'est-ce qu'on fait, il nous aide. Et il apprend avec nous. Quand vous dites à l'infirmier, écoutez, vous ne rentrez pas très fort, vous blessez le malade, voilà, je vais vous montrer, on rentre une distance nette radius de l'oreille, il va vous écouter, Smithon, et en contrepartie, vous lui demandez, comment vous faites, c'est quoi le truc parentéral, pourquoi ça sert? C'est lui qui va vous renseigner, ce n'est pas le médecin. Le médecin n'a pas le temps pour vous renseigner. Moi, tout ce que j'ai appris au niveau de la réanimation, c'est auprès des infirmiers. Et on était très amis. Et quand je sortais, je laissais des consignes pour l'infirmier parce que je savais qu'il n'y avait pas de kinésithérapeute l'après-midi. Je mettais un petit mot sur la feuille de température. S'il vous plaît, faites l'aspiration au malade toutes les 2 heures. Moi, je fais la kiné respiratoire, j'aspire. Et quand je ne suis pas là, je demande à l'infirmier d'aspirer. Très bien, j'espère que j'ai répondu à la question.
Oui, merci d'être aussi clair parce que c'est une question très épineuse et donc vous avez su répondre avec une clarté. Euh, Maintenant, il y a une question. Est-ce que le kiné, tel qu'il est formé actuellement, est-ce qu'il est habile dans un service de réanimation ou bien il a besoin d'une formation euh, particulière pendant un stage pour qu'il puisse intégrer l'équipe? Alors oui, moi je pense qu'un kinésithérapeute la réanimation, c'est pas un service dans lequel tous les kinés voudraient travailler. Et je conseille à tous les kinés qui veulent travailler, qui aimeraient travailler en réanimation, de demander des stages au sein de la réanimation et de se faire ami, pas avec le médecin qui est dans la réanimation, de se faire ami avec les infirmiers, de lire les dossiers. C'est très important. Un kiné, quand il est dans un service, quel que soit le service, il faut qu'il lise les dossiers, qu'il fasse ses remarques, qu'il apprenne. J'ai lu un post que vous avez fait hier sur Facebook, demandant aux kinés de ne pas montrer les photos et d'écrire des articles. Eh bien, si on veut écrire des articles, il faut avoir déjà de quoi sortir l'article. C'est les dossiers des kinés. Moi, quand je vais dans un service dans lequel il y a 3 ou 4 kinés, je ne trouve aucun écrit sur le dossier, ça me désole. Parce que ça ne permet pas aux kinés de faire un travail de recherche. Oui. Alors, il y a une question très intéressante. Madame Leila, qu'est-ce que vous pensez des escars qui ont été formés ou bien installés dans une clinique privée? Est-ce que, par exemple, ça doit être poursuivi dans la justice? Est-ce que c'est un droit? Je pense que quand on est dans une clinique privée où normalement tout doit être là, les matelas, le kiné, l'infirmier, et qu'il y a des escars, c'est que c'est pas une bonne clinique, c'est une mauvaise clinique, il faut les poursuivre en justice. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Bah, si vous voulez développer... je veux parler un petit peu de comment travailler l'escar. En dehors des beignets, des changements de position, et il faut aller à l'escar. La nettoyer avec de la bétadine, le pourtour de l'escar, bien nettoyer le pourtour de l'escar avec de la bétadine, et masser, frictionner, jusqu'à ce que ça saigne. Pourquoi on veut saigner l'escar? Pourquoi on doit faire saigner l'escar? Parce que ce sang qu'on va ramener, c'est un sang rouge, un sang artériel, un sang nourricier, riche en oxygène, qui va permettre à la peau de se régénérer, de germer et de fermer cet escar. C'est très important. N'ayez pas peur du sang que vous allez faire, du saignement que vous allez engendrer au malade quand vous allez masser l'escar. Il faut appuyer de toutes vos forces pour la faire saigner. C'est ce sang qui va venir et qui est rouge et qui est riche en oxygène et en nutriments qui va permettre à l'escar de se refermer et à la peau de se régénérer. Ça, je voulais juste le préciser. Et si vous n'avez pas de matelas qui soit anti-escar, vous pouvez faire demander aux parents ou à l'aide-soignante de tirer le drap, de le rendre vraiment très tiré, qu'il n'y ait pas de plis dans le drap, et de saupoudrer tout le drap de talc. Le talc, il permet de glisser facilement et permet de ne pas avoir de frottement ni de cisaillement. Voilà, c'est bon, je continue alors. J'ai deux autres questions, deux petites questions. Ou bien une seule. La dernière, elle concerne la kiné respiratoire. Je vais la poser ultérieurement. Oui. Alors, par rapport au changement de position, parfois, il y a une remarque qui dit que parfois, ce n'est pas toujours possible. Moi, je pense que celui qui a intervenu, il a voulu parler de trauma crânien, de sujets polytraumatisés. Comment on fait dans ce cas? Alors,
si normalement il y a les petits coussins que je vous ai montrés. Et il faut essayer de jouer avec les petits coussins. Normalement, chaque patient est un cas particulier. Quand on ne peut pas faire ce qui est écrit dans la littérature, on peut faire un effort pour imaginer des choses qui vont permettre de décharger les parties qui sont sous pression. Et c'est ça, la beauté de notre métier, c'est qu'on peut imaginer, on peut inventer des petites choses tellement petites et qui vont faire beaucoup de bien aux patients. Effectivement. Alors, allez-y, madame. Un beignet sous la nuque, un beignet sous les sacrums, on peut faire pour les polytraumatisés. C'est bon, vous continuez. C'est bon. Oui, allez-y, madame, vous pouvez continuer. Je rassure la personne pour la kiné respiratoire, on va y arriver. On va en parler en long et en large. Merci, merci, madame. Pas de souci. Alors, je vais vous montrer des cales de pied. Vous voyez, c'est tellement facile de faire ça. Hein? C'est pas sorcier. Vous mettez, je vais vous montrer, pour éviter les cas. Oui, oui, c'est clair. Une petite planche et on fixe les pieds. Oui. On pousse le malade jusqu'au bout. Bon, on a vu un petit peu les traitements de l'escarre, c'est l'effleurage, pansement adapté, traitement de l'affection causale. Donc, quand vous traitez l'escarre, il faut voir pourquoi il y a eu l'escarre. C'est des questions qu'il faut toujours se poser. Un kinésithérapeute doit toujours se poser des questions. Il ne faut pas venir et prendre les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que, dès le départ, j'ai dit qu'il doit noter tout ce qui lui paraît important auprès du malade. Le lit n'est pas bien fait, la tension artérielle très élevée, la saturation est basse, etc. Il doit tout noter pour essayer, avec toute l'équipe, d'arranger tout ce qui est mauvais. Donc, il faut voir l'affection causale de cet escarre. Il faut faire un support adapté. Il faut changer de position. Si on ne peut pas changer de position, il faut trouver des astuces pour libérer les pressions. Et surtout, il faut faire des frictions très importantes, surtout si on a une grosse escarre, jusqu'à la faire saigner. Très bien, j'espère que vous avez retenu un petit peu ce que j'ai dit. Je vais vous montrer les différentes évolutions des escarres. Et ça vous permettra, vous, si vous êtes dans un service de réanimation, de savoir que agir très vite, c'est très important. Voilà, alors la première, vous voyez la première ici, c'est juste, voilà, c'est juste le stade 1, c'est le stade d'érythème. Et en bas, vous voyez en bas, c'est la rougeur. Oui. Le deuxième, le stade 2, ça commence déjà à se dépigmenter et à former un flictène. Alors, les photos en haut, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et les photos en bas, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Donc, quand on a l'érythème, on va voir une rougeur. Quand on a déjà le flictène, je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez mieux? Vous voyez bien? Oui, oui, c'est très clair. La deuxième, c'est le flictène. Et regardez ce qu'on voit sur la peau. Et la troisième, c'est l'ulcération. Et on commence déjà à avoir un trou. Oui. Et la quatrième, c'est l'ulcération profonde et la nécrose. Et la peau commence à se nécroser. Donc, si vous agissez au stade 1, vous n'aurez pas tout ça. D'où l'importance de prendre en charge très rapidement le malade qui est alité, qui ne change pas de position. Et d'essayer de prévenir les escarres.
C'est bon, ça va? Ça va. Très bien. Donc, alors, le grand volet du kinésithérapeute dans un service de réanimation, eh ben, en dehors du changement de position, de prévention d'escarres, des gants et une bavette. Et je ne cesserai pas de répéter que la bavette est très importante quand vous avez des malades qui vous souffrent dessus. Il faut les considérer contagieux jusqu'à preuve du contraire. Et il faut vous considérer aussi dangereux pour le malade jusqu'à preuve du contraire. Donc, le malade qui est trachéotomisé, il a l'appareil qui lui insuffle l'air. C'est comme s'il faisait une inspiration. Quand l'appareil insuffle, ça fait une inspiration. L'expiration, elle est passive et c'est le malade qui l'a fait, même s'il est inconscient. Donc, avec nos mains, on vient épouser le thorax, la forme du thorax. On fait corps avec le thorax et on accompagne cette expiration jusqu'au bout. On n'appuie pas, on n'est pas des brutes sur le malade, c'est notre main qui s'accroche et qui empaume le thorax du patient. Nos deux mains vont empaumer le thorax du malade au moment de l'expiration et on va jusqu'au bout de l'expiration. On relâche et on laisse le malade inspirer, on laisse l'appareil insuffler l'air et on recommence. Et on n'aspire que lorsqu'on aurait entendu le bruit très sonore des sécrétions qui sont montées vers la trachée. Quand les sécrétions sont très sonores et on les entend sans stéthoscope, à ce moment-là, on prend une sonde stérile, on l'ouvre et on la prend par le bout, pas le bout qu'on va faire pénétrer, le bout vert ou jaune ou je sais pas quoi. On la relie au vide et on va prendre, normalement, si on est dans une bonne réanimation, il y a une pince avec laquelle on va même pas toucher la sonde. C'est la pince qui va permettre de rentrer pour aspirer. On ouvre la trachéotomie ici. Toujours les mains dans des gants stériles. On ouvre la trachéotomie. On fait pénétrer la sonde avec les petits ciseaux adaptés. Et la sonde, elle est clampée, elle n'aspire pas. Et on a des graduations qu'on ne doit pas dépasser. Il faut s'arrêter à la graduation déterminée par le médecin. Quand on arrive à la graduation et qu'on sent que les sécrétions commencent à ronronner beaucoup, on ouvre l'aspiration et on remonte doucement. On ne s'attarde pas. Il faut être très rapide parce que le malade est sous respirateur. Il a besoin de son respirateur pour avoir de l'air. On ne dépasse pas 30 secondes. Le tout se doit se faire rapidement. Et très souvent, les médecins font appel aux kinésithérapeutes quand ils ont un bouchon, mais qui obstrue la sonde de la trachéotomie. Comment il le voit? Il le voit dans la saturation. Le malade désature. Donc il faut aller chercher ce bouchon. Et c'est de la même manière que fait le kinésithérapeute pour aller chercher le bouchon et il le sort. Il sort ce bouchon avec une sonde d'aspiration qui est inférieure. Son diamètre doit être inférieur à celui de la sonde de trachéotomie. Il ne doit pas être égal, qu'il soit inférieur au moins 2 graduations. D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on rentre dans des détails qui sont assez... Alors, j'ai peut-être une question qui a un rapport avec la kiné respiratoire pour un patient qui porte une sonde gastrique. Alors,
Et un patient qui porte une sonde gastrique, il faut d'abord, avant de commencer la séance de kiné, il faut arrêter le gavage. Il faut arrêter. S'il est relié au gavage, il faut arrêter le gavage. Et il faut l'arrêter au moins une demi-heure avant de passer pour faire la kiné respiratoire. Parce que le gavage, il va directement dans l'estomac. Et pour l'introduction de la sonde, l'introduction de la sonde, on la rentre par le nez. Une distance nez, tragus de l'oreille. Parce que le malade, sa sonde nasogastrique, elle est dans une narine. Et le kiné, il rentre par l'autre narine. Surtout si le patient est trachéotomie. Je vais vous montrer tout à l'heure des photos de personnes qui ont la sonde nasogastrique et qui ont été aspirées par le kinésithérapeute de la même narine. C'est bon? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une liste de techniques de kiné respiratoire spécifique à la réanimation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qui est spécifique à la réanimation, c'est d'être très propre, stérile. Ça, c'est la règle indispensable, surtout pour les patients qui sont dans le coma et qui sont trachéotomisés qui sont sous respirateur artificiel. Pour ces malades, il faut être stérile, il faut avoir une surblouse, un pyjama, un calot, une bavette et des gants. Les techniques de kiné respiratoire en réanimation, c'est l'accélération du flux expiratoire douce en respectant l'appareil qui insuffle la respiration. Quand le malade sortira du coma et qu'il soit coopérant, à ce moment-là, on change de technique de kiné respiratoire et on passe au drainage autogène, on passe à la gymnastique respiratoire avec kiné respiratoire. D'accord. Alors, pour une autre question, je pense que c'est la dernière, je n'ai pas encore reçu d'autres questions. La kiné respiratoire chez les malades qui ont une maladie infectieuse en réanimation, est-ce qu'il y a d'autres précautions particulières? Alors, les malades qui ont des maladies infectieuses et des maladies contagieuses, je crois qu'elle veut dire contagieuses, il faut se protéger. De toutes les manières, quand on rentre à l'hôpital, on sait qu'on va rencontrer des maladies un petit peu partout, qu'elles soient contagieuses ou pas. Donc, il faut se protéger, il faut prendre l'habitude. Maintenant, avec le Covid-19, il faut prendre l'habitude de mettre la bavette et les gants. Les gants, c'est tellement important. C'est la bavette et il faut laisser la blouse dans le cabinet, dans l'hôpital. Ne jamais aller avec sa blouse à la maison. Ou alors avoir un pyjama pour l'hôpital, pour le travail. Et quand on sort du travail, on enlève le pyjama, on se lave les mains, on se lave le visage, on se lave bien les mains, le visage, et on sort de l'hôpital ou du cabinet. D'accord. Tout à les précautions. Alors, merci. Pour qu'ils aient... Je pense que ce sont... Oui. Je pense ce sont les questions qui ont été posées. Maintenant, si vous voulez continuer votre présentation. Oui. Je pense qu'avec le Covid-19, on va prendre de bonnes habitudes. On va commencer à comprendre ce qu'est les maladies contagieuses. D'accord. Alors, pour les malades qui sont hospitalisés et qui sont sous ventilation artificielle ou qui sont sous respiration spontanée, la position demi-assise est très importante. Elle est très importante, pourquoi? Parce que d'une part, ça leur permet de mieux respirer et d'autre part, ça évite qu'il y ait des fausses routes.
ça permet au malade aussi de bouger. On peut le bouger plus facilement quand il est en position demi-assise. Oui. Alors, les effets de la kinésithérapie respiratoire dépendent de l'expertise du kinésithérapeute. C'est très important, ça, ce que je suis en train de dire. Et je reviens au diagnostic kinésithérapique. C'est pas si vous vous rappelez, le diagnostic kinésithérapique, vous avez toujours crié qu'il est très important. Et là, je reviens à ce que vous avez dit et je dis que les effets de la kinésithérapie dépendent de l'expertise du kinésithérapeute et de la collaboration du patient si le patient collabore. Et si le patient ne collabore pas, c'est pas grave, c'est votre expertise. Alors votre expertise, elle se passe où? Il faut pouvoir analyser la saturation du patient, il faut avoir un stéthoscope, écouter les poumons du patient. Et il faut voir s'il a une hypercapnie ou une hypocapnie, s'il hyperventile ou il hypoventile, s'il a une bradycardie ou une tachycardie. Tout ça, vous devez le connaître. C'est des constantes que vous devez connaître. Et à partir de là, vous ajustez votre séance de kiné respiratoire à ces constantes que vous allez trouver. Et votre séance, si elle est bien faite, vous allez le voir sur le monitorage. Vous allez voir que la saturation du patient a augmenté après votre séance de kinésithérapie respiratoire. Alors la position semi-assise, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle diminue le risque de régurgitation et d'inhalation du contenu gastrique. Et ce contenu gastrique, quand il est régurgité ou inhalé, il donne des surinfections. Et vous n'avez plus que le problème de l'encombrement bronchique. Vous avez et l'encombrement bronchique et la surinfection. Alors, ce risque est particulièrement élevé chez les patients intubés et porteurs d'une sonde gastrique. Très important. Quand ils ont une sonde gastrique et qu'ils sont intubés, même s'il y a le petit ballonnet qui empêche les régurgitations dans la trachéotomie, il y a un petit ballonnet qu'il gonfle pour éviter les régurgitations. Même s'il y a ça, il y a un grand risque chez eux de faire des surinfections à cause des régurgitations. Alors, je reviens encore, et de quelle les changements de position du patient visent à modifier les rapports ventilation-perfusion et améliorer l'oxygénation aussi bien chez le patient en ventilation mécanique que chez les patients respirant spontanément. Donc, les changements de position, quand vous avez demandé est-ce que c'est le travail de l'infirmier ou du kinésithérapeute, eh bien, le changement de position peut être d'améliorer la respiration, la ventilation de votre patient, et non seulement la ventilation, mais la circulation et la perfusion par le sang de tous les organes du patient. D'accord. Donc, en plus du décubitus dorsal, le décubitus latéral est utilisé chez la majorité des patients en cas de pathologie pulmonaire unilatérale. Et on revient parce que l'enfant, le nouveau-né, quand il est en réanimation, qu'on le met sur un seul côté, il développe une atélectasie du côté sur lequel on le met. Et une hyperventilation du côté qui est libre. Et chez l'adulte aussi, on peut voir s'il a une infection d'un côté et on le met sur un côté et qu'il y reste, et bien ça va développer une grosse atélectasie dans ce côté sur lequel il reste. Une hypoventilation d'un côté, une hyperventilation de l'autre. D'ailleurs, pourquoi ils mettent en réanimation les malades Covid sur le ventre? Pourquoi ils mettent sur le ventre? Oui, c'était une question déjà. Pourquoi ils mettent le malade Covid sur le ventre? C'est pour libérer son diaphragme, les insertions postérieures, pour qu'il puisse mieux respirer, qui lui donne une petite liberté de respiration parce que son poumon est inflammé, il n'est pas encombré. Le malade Covid n'est pas encombré. Il a son poumon qui est inflammé. Il y a un orage cyclotimique, je ne sais pas comment il l'appelle, et il n'arrive pas à respirer. Ils le mettent sur le ventre pour libérer ses insertions, les insertions du diaphragme, pour qu'il puisse avoir une ventilation, une plus
Une meilleure ventilation, on a une petite ventilation surajoutée. Oui. En fait, j'ai des questions. Est-ce que je peux les poser maintenant ou bien on attend la fin? C'est bien, ça nous permet d'avoir... Voilà. En fait, j'ai une question sur deux techniques actives, l'ELTGOL et le drainage autogène. Est-ce que c'est possible de les pratiquer dans un service de réanimation? Alors, le drainage autogène, on peut le pratiquer dans le service de réanimation, mais il faut savoir ce que c'est que la pause respiratoire il faut essayer de faire expirer le malade et sentir le souffle chaud. C'est toute une technique. Ce n'est pas qu'un nom. Un drainage autogène n'est pas qu'un nom. C'est toute une technique. Et si on ne fait pas bien l'accélération du flux expiratoire, on ne la fait pas de façon très bien, on ne peut pas faire de drainage autogène. Parce que le drainage autogène, c'est la continuité de l'accélération. Semaine, un autre intervenant qui va parler de la pubalgie et bien évidemment l'épaule après rupture et reprise chirurgicale. Je vous redonne la parole, Madame Fergouki. D'accord. سمحي لينا انستغرام تيكون فيه ساعه هو راسو تيقطع دونك اون اوبليغي نعاودوا اللايف انو. Il n'y a pas de souci. Alors, on parlait du drainage autogène. Je disais que le drainage autogène, on peut le faire chez un malade qui est en réanimation. Mais il faut le faire, on ne peut le faire que lorsqu'on a une connaissance vraiment très grande de l'accélération du flux expiratoire. Parce qu'il faut savoir quand faire la pause respiratoire. Les réanimateurs connaissent un petit peu la pause respiratoire. Quand on leur explique, ils comprennent. Mais ça demande quand même la formation du drainage autogène. Moi, je dis que pour faire du drainage autogène, ça demande la formation du drainage autogène. Et d'abord le pratiquer chez des personnes qui n'ont pas de problème, qui ne sont pas en réanimation. Et après le pratiquer en réanimation. Pour la glotte ouverte, le malade il est trachéotomisé, on ne peut pas lui demander de faire une expiration à glotte ouverte. Donc, alors j'ai un peu problématique pour certains qui veulent faire pour la première fois l'aspiration. Est-ce que vous êtes pour la bouche ou bien pour le nez? Je vais vous montrer, c'est une sonde et je vais leur montrer comment on fait. D'accord? D'accord, donc je vais leur montrer comment. Voilà. Alors, la sonde, vous voyez la sonde? Oui, oui. Oui, elle est bleue. Ah, oui, elle est bleue, c'est le numéro 6. C'est le numéro 6. Ce que je fais pour les enfants, je le fais aussi pour les adultes, ça marche. Alors, avant d'introduire la sonde dans le nez, je mets quelques gouttes de sérum physiologique pour qu'elle ne bloque pas. Et la sonde, on la rentre comme ça. On la met perpendiculaire au nez. On va chercher le trou et on rentre. Et on rentre au moment où le malade expire. Et ça, vous devez certainement le savoir. Pourquoi on rentre quand le malade expire? Parce que il y a l'os, comment il s'appelle là, ce le pharynx? Non. Le palais? L'ethmoïde et le... L'ethmoïde. Et je vais retrouver le nom. Hein, je vais retrouver le nom. Et le sphénoïde? Sphénoïde et ethmoïde. Quand on fait une inspiration, ça se ferme, les sinus se ferment. Et quand les sinus s'ouvrent,
quand vous expirez et que vous rentrez, ça s'ouvre et ça rentre facilement. Et vous rentrez une distonnée tragus de l'oreille. Vous rentrez le temps fermé, avec une sonde ouverte. Vous ne la fermez que pour aspirer au moment de sortir. Il faut faire cet exercice. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne sauront pas comment ça se passe dans le nez du patient. Et il faut essayer avec une petite sonde pour savoir qu'avec une grosse sonde, numéro 8 ou numéro 10, il traumatise la muqueuse nasale. Donc, voilà, donc ça c'est pour la sonde. Quand on rentre la sonde dans la bouche, on la rentre juste dans la bouche. On ne va pas très loin. Quand vous rentrez très loin, vous allez dans l'œsophage parce que vous ne pouvez pas aller dans la trachée. La trachée, vous n'y allez que si vous avez un laryngoscope. Et si vous rentrez une sonde dans la trachée, le malade va étouffer. Regardez quand vous avalez de travers votre salive, vous avez les yeux qui larmoient, vous étouffez, vous toussez à tue-tête. Donc, quand vous rentrez la sonde dans la bouche, vous demandez à votre patient de fermer la bouche. Et vous fermez la sonde pour qu'elle aspire. Quand vous avez fermé la bouche, l'air va partir dans la sonde et les sécrétions vont être aspirées dans un aspirateur qui aspire la poussière. D'accord. Quand vous rentrez la sonde dans la bouche et que le malade fait monsieur, ça veut dire que le malade est en train de vomir et ce que vous ramenez vient de l'estomac. Et nous, on ne cherche pas à ce que quelque chose vienne de l'estomac. Ce qu'on cherche, c'est ce qui vient des poumons. Sachez que les sécrétions qui viennent de l'estomac ressemblent énormément aux sécrétions nasales ou aux sécrétions pulmonaires. Parce qu'il y a du sucre dans l'estomac qui permet aux aliments de se dégrader, etc. Donc, quand votre malade vomit, vous ne devez pas être fier de vous. Et quand il vomit, il amène aussi du sucre gastrique qui brûle son oesophage. Et il peut vous faire des fausses routes et faire des problèmes. Quand vous aspirez le malade, vous aspirez par le nez, vous rentrez une distance nez-tragus de l'oreille et vous sortez en aspirant et vous rentrez en expiration. Quand vous aspirez par la bouche, vous rentrez la sonde, vous demandez au patient de fermer la bouche, ou là vous lui fermez la bouche, et ça va aspirer les sécrétions qui sont hautes. De toute manière, on n'aspire jamais les sécrétions qui sont lointaines. On ne peut pas les aspirer. Pour aspirer les sécrétions qui sont lointaines, vous devez aspirer tout le poumon. D'accord? Très bien, pas d'autres questions? Oui, est-ce que la kiné respiratoire, dans le cas de patients qui ont des troubles d'hémostase, risque de saignement notamment, est-ce que ça doit être modulé? Elle est contre-indiquée? Il y a un mot que je n'ai pas entendu, la pathologie, je ne l'ai pas entendu. L'hémostase, c'est des troubles de coagulation avec un risque de saignement parfois. Alors, les malades qui ont des troubles de saignement, qui ont un TPTCK très bas, ou le SMITO, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les traumatiser, même en rééducation normale. Il faut qu'ils aient leurs facteurs. Pour faire de la mobilisation à une personne qui a des troubles de l'hémostase et qui a fait une fracture, il faut qu'elle ait ces facteurs avant de commencer, au moins une demi-heure avant de commencer la séance de rééducation. Donc, je ne mets pas de sonde, je n'aspire pas, je demande au malade de tousser. S'il est dans un service de réanimation, que le médecin me dise il a des troubles d'hémostase, je lui dirai chauffe, maintenant je vais remonter les sécrétions, c'est à vous de les aspirer. Parce que moi, je ne suis pas habilité à aspirer une personne qui a un problème comme ça.
C'est pour ça que le kiné doit être très intelligent. D'accord. Alors, par rapport à l'arrêt de la respiration artificielle, est-ce que le kiné pourrait jouer un rôle important? Oui, mais il faut qu'il soit très fort. Mais c'est pas un kiné qui vient de sortir de l'école qui pourra faire ça. Donc, quand c'est un kiné qui est habitué au service de réanimation, le médecin l'appelle toujours pour l'aider quand il désintube le malade. Il faut qu'il aspire pour qu'il n'y ait pas, pour enlever tout ce qui va bloquer la respiration normale. Donc il aide le médecin en aspirant tout ce qui reste derrière la trachéotomie. D'accord. Alors, je pense que ce sont les questions que j'ai. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, Madame Leila? Oui, j'ai pas mal de choses alors. Donc, je vais vous montrer les différentes sondes. Vous voyez les différentes sondes, de la plus petite à la plus grosse. N'utilisez jamais la plus grosse. La plus grosse, ils l'utilisent quand ils ont ouvert pour aspirer des choses où il y a une grande ouverture. Donc vous avez les petites sondes avec robinet. Vous voyez, il faut tous des petites sondes avec robinet. Vous ouvrez le robinet quand vous rentrez, vous fermez quand vous sortez. Oui. Celles-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent. Vous n'êtes pas obligé de plier la sonde pour rentrer. Là, vous avez un malade qu'on aspire, qui a une sonde nasogastrique. Vous voyez, il a une sonde nasogastrique, il a une sonde d'intubation et il a une sonde d'aspiration que le kiné aspire. Vous voyez? Hein? Il y a quelques photos. Regardez comment on fait. Regardez comment fait le kiné. Vous voyez? Je rapproche un petit peu. Oui. Là, vous voyez bien? Oui. Regardez comment il ouvre la sonde d'intubation. Vous voyez? Il ouvre avec une main, il a les gants et il va rentrer avec l'autre main. Il ne touche pas l'extrémité qui va rentrer dans la sonde d'intubation, il ne la touche pas avec ses mains. C'est très stérile. Voilà, donc, voilà le kiné qui fait une séance de kiné respiratoire. Il faut juste montrer un petit peu, visualiser pour que ça se... Vous voyez, le kiné, il est en train de faire une séance de kiné respiratoire chez un malade qui a une sonde nasogastrique, qui a une sonde trachéale et qui a des électrodes et qui est plein de choses. Un appareil tensiomètre, de tension. Vous voyez qu'il aspire, vous voyez, il rentre dans le nez avec la sonde d'aspiration, vous voyez. Vous voyez? Oui, oui. Très bien. Et la séance de kiné respiratoire pour une malade qui est sortie de la réanimation. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que le kiné, en dehors de la kiné respiratoire, des soins d'escarre, de changement de position, il doit aussi préparer ce malade pour le futur. Il faut maintenir la trophicité musculaire. Ce qui maintient la trophicité musculaire, c'est les mouvements. Donc, il faut qu'il fasse de la mobilisation passive. Il faut qu'il étire les muscles qui vont se rétracter. Et il faut qu'il fasse du drainage lymphatique. C'est important. C'est un malade qui est alité, qui ne bouge pas. Le drainage lymphatique est important. Pourquoi il est important? Parce qu'il permet d'éliminer toutes les toxines.
Et la circulation lymphatique ne se fait que grâce à la contraction musculaire. Et si ce malade ne bouge pas, la lymphe va stagner. Donc, on va trouver des malades hospitalisés en réanimation avec des lymphodèmes importants. Donc, il faut faire, ça fait du bien de masser un malade qui est dans le coma. Ça ne peut que lui faire du bien. Ça lui fait du bien. Le drainage lymphatique, ça va lui faire du bien. Et ça va permettre à sa durée de s'améliorer. Et la mobilisation, elle est très importante dans un service de réanimation. Elle va permettre de garder la trophicité musculaire. Dans le cas où le malade sortirait du coma, on ne trouverait pas beaucoup de difficultés à l'asseoir, beaucoup de difficultés à le mettre debout. C'est tellement important qu'il garde ses muscles. Et je pense que c'est le plus important pour la réanimation. J'ai à peu près dit tout pour le malade hospitalisé en réanimation, le malade adulte hospitalisé dans une réanimation. Voilà, c'est bon. Alors, en fait, j'ai une dernière question. Une dernière photo de malade en réanimation. C'est comme ça qu'on trouve les malades en réanimation. D'accord. Très bien. Alors, Alors, en fait, ça touche en fait à votre spécialité pointue, qui est les nourrissons, les nouveau-nés. Il y a une question concernant ce volet-là, la réanimation du nouveau-né. Est-ce que du moment qu'ils sont petits, on peut penser qu'ils sont fragiles? Est-ce qu'il y a un risque de fracture et comment vous les aspirez? Alors, le risque de fracture, la fracture n'est faite que par les kinésithérapeutes brutaux. La kinésithérapie respiratoire est un geste très doux, très gentil, qui va respecter la respiration de la personne, qu'elle soit adulte ou petit ou nouveau-né. La main, elle doit épouser le thorax du nouveau-né. Elle doit faire corps, elle doit s'agripper, elle ne doit pas presser. C'est pas un massage cardiaque qu'on fait. Quand vous fracturez un nouveau-né ou un malade, alors si vous êtes brutal et que vous ne devez pas faire de la kiné respiratoire. D'accord. Le nouveau-né, on fait de la kiné respiratoire. On fait beaucoup de kiné respiratoire, plus que chez l'adulte. Parce que chez les prématurés, on fait beaucoup de kiné respiratoire parce qu'ils ont de la difficulté à respirer et leurs poumons ne sont pas matures. Et on peut aspirer les nouveau-nés avec des sondes de petit calibre, pas de grosses sondes. Et on peut faire beaucoup de choses avec le nouveau-né. Le nouveau-né, on peut faire beaucoup de choses. Et il ne faut pas faire peur aux nourrissons. J'ai vu dans le service de réanimation des nouveau-nés, des nourrissons qui ont fait des ulcères. On appelle ça, je vais vous donner le nom de cet ulcère de stress, qui s'appelle le vomito negro. Le vomito negro des nouveau-nés. Ils ont été tellement maltraités par le personnel soignant qu'ils ont fait un ulcère gastrique et du sang qui sort dans la sonde. Et ça s'appelle vomito negro, un ulcère gastrique chez le nouveau-né. Donc, s'il vous plaît, quand vous travaillez avec des nouveau-nés, des nourrissons, allez doucement, même si vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, ils sentent tout. Et ils sont très solides malgré tout. Hein. Malgré tout, ils sont très solides. Et ils peuvent survivre à des pathologies que l'adulte ne supportera pas. Exactement. Exactement. Alors, avant de vous remercier, parce qu'il y a des personnes qui ont réécrit leurs questions plusieurs fois, une question concernant les contre-indications de la kiné respiratoire aux réanimations, une question concernant le protocole de verticalisation. Oui, alors le protocole de verticalisation, il fait partie de la rééducation proprement dite du patient. Il est comme la verticalisation chez le malade qui a été opéré, c'est la même chose. Mais il faut faire très attention, c'est un malade qui était dans le coma pendant longtemps, il n'a pas tous ses muscles, il faut d'abord commencer par
par la mobilisation, et quand il va sortir du coma et qu'il sera bien et qu'il pourra se verticaliser, il va sortir de la réanimation, il ne restera pas dans la réanimation. Dans la réanimation, il y a des malades qui ne sont pas, qui sont dans le coma, qui sont trachéotomisés, qui ne pourront pas être verticalisés. On essaie de les bouger avec le bouge-personne, on les met comme une sorte de treuil, on les soulève pour les changer de position et de place. Donc un malade qui peut se verticaliser et qu'on peut verticaliser, il sort de la réanimation, il ne fait plus partie des patients qui sont dans la réanimation. D'accord. Et par rapport aux contre-indications de la kiné respiratoire en réanimation? Alors, moi, j'ai oublié de vous dire que quand vous êtes en réanimation, vous avez des actes que vous pouvez faire, des actes de changement de position, de soins d'escar, ça vous pouvez le faire même sans ordonnance. Quand c'est une kiné respiratoire, il faut que le médecin les prescrite. Donc c'est lui qui prend la responsabilité. Par exemple, c'est le Covid-19, si elle est contre-indiquée, la kiné respiratoire, on ne peut pas faire de la kiné respiratoire sur quelqu'un qui a un poumon complètement inflammé. Si le médecin le prescrit, ça veut dire qu'il a une surinfection et qu'il faut la lui faire. Donc, la kiné respiratoire en réanimation passe par la prescription. Les soins d'escar, les changements de position, et encore, même les changements de position, il faut en parler au médecin. C'est pour ça que c'est un travail d'équipe. La réanimation est un travail d'équipe. On ne peut pas tout comprendre, mais chacun amène sa pierre à l'édifice. D'accord. Alors, on arrive à bout. Excuse-moi, par contre, il y a beaucoup de contre-indications. La kiné respiratoire normale, quand vous recevez un malade au cabinet, il y a beaucoup de contre-indications. Et là, on pourrait éventuellement, si on continue à faire des lives comme ça, on pourrait faire la kiné respiratoire proprement dite, sans les problèmes de la réanimation. Alors, on vous remercie infiniment. Vous êtes toujours la bienvenue. On compte vous recevoir plusieurs fois, Inch'Allah, parmi nous. Je tiens à vous remercier au nom de mes collègues, c'est Hassan ou c'est Ismaël. On vous remercie infiniment, mais on vous remercie également au nom de tous les participants qui nous ont suivis. Et donc, nous sommes très fiers de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi, je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci, Ustad Allah Ibarak Fik. Donc, je vous donne... Femme scientifique. Quand il s'agit de la science, je suis là. Quel que soit le temps, quelle que soit la période, quel que soit le sujet que je pourrais faire. Tabarakallah alayka, Ustad. On connaît très bien vos sacrifices pour la profession et pour la science. Allah yajzik bi khair. Alors, pour nos lives, on va vous proposer des lives très intéressants cette semaine. On va recevoir Madame Ashbak Mariam, qui est spécialiste de la rééducation vestibulaire. Il va nous honorer dans un live pour parler de ce sujet. Nous aurons avec nous un collègue tunisien. On attend la confirmation. Il va parler à nouveau de la pubalgie. Et nous aurons, comme toujours, avec nous, M. Ismaël Bouskraoui Alaoui, qui va traiter le sujet des ruptures tendineuses qui sont reprises chirurgicalement. Donc, Madame Leila, merci beaucoup. Allah yajzik bi khair. Merci.